Bonjour à tous, bienvenue sur la scène E. Nous allons avoir une table ronde autour des modèles régénératifs. Je suis accompagnée de Geneviève Ferron-Creuset, qui est vice-présidente du think tank de Shift Project et aussi cofondatrice associée du cabinet de conseil en stratégie profil. Et Sylvain Brezat, qui est président fondateur du groupe Nord6 et aussi créateur du modèle de la perma-entreprise. Et je suis Laura Parmigiani. Geneviève, je démarre avec vous. Vous avez publié un ouvrage très intéressant qui s'intitule « Économie et post-croissance », dans lequel vous parlez de différents modèles économiques. Et je me demandais pourquoi déjà le besoin d'écrire ce livre et aussi quels sont ces modèles, si vous pouvez nous les présenter d'une manière succincte. Très, très succincte. Alors, c'est une étude de profil que vous pouvez télécharger sur le site de Profil. Et effectivement, c'est entreprise et post-croissance. Et d'abord, c'était l'idée, je vais aller très vite, de se dire, de tordre le cou à deux pensées magiques. Et la première pensée magique, c'est la croissance verte va nous sauver. Donc la croissance verte, c'est le découplage, c'est-à-dire la possibilité de continuer à produire autant de biens et de services avec une énergie décarbonée. Alors, si on s'était mobilisé au moment où on a signé la Convention sur les changements climatiques en 92, ça date quand même, c'est de là que découlent toutes les COP. On aurait éventuellement pu arriver dans une meilleure posture aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec un départ arrêté, imaginez que demain, on va découpler, donc on va produire une énergie décarbonée abondante qui permet d'être accessible partout en même temps. Ça, c'est de la pensée magique. Donc ça arrivera peut-être, mais en tous les cas, pas dans un délai qui nous impose de nous mobiliser, notamment face au changement climatique. Après, il y a une autre pensée magique qui peut être plus sympathique, qui est la décroissance va nous sauver. Alors la décroissance, on peut éventuellement la percevoir. D'abord, on commence à décroître. On voit bien que les taux de croissance, ça s'agisse. Mais une décroissance qui serait organisée verticalement et qui s'imposerait à tout le monde, de façon plus ou moins démocratique, sachant qu'on a été dopé à la croissance depuis 200 ans et que toutes nos architectures de redistribution sont fondées sur la croissance. Donc on voit bien que le système de retraite, enfin tout le système de solidarité, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a évacué ces deux pensées que je qualifie magiques, ça c'est moi qui le dis, la croissance verte et la décroissance. Et qu'est-ce qui reste? Demain, il y aura une croissance. Ça sera, on va l'appeler la post-croissance, la croissance qu'il y aura demain. Et pour nous, elle s'inscrit vraiment dans le référentiel du donut que vous connaissez, c'est-à-dire les 9 limites planétaires et les 12 fondations sociales, c'est-à-dire sans toucher à la liberté d'entreprendre. Donc, ça c'est important. Il faudra quand même s'inscrire dans un espace qui sera écologiquement sûr et socialement juste. C'est-à-dire tenir ensemble des communs, ce que j'appelle les communs sociaux et environnementaux. Et là, forcément, les modèles économiques vont changer parce que si on prend sérieusement en compte les limites planétaires, dont le climat, la pollution, l'eau, la biodiversité et tout ce qui relève des fondamentaux sociaux, qui sont eux déjà dans notre viseur depuis longtemps, mais c'est clair qu'il va falloir faire des arbitrages, qu'il va falloir qu'il y ait une allocation de ressources extrêmement précise. Et donc, se poser une question qui est un petit peu vertigineuse, c'est quelle est l'utilité? C'est la notion d'utilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est utile de faire aujourd'hui, dans les 20 prochaines années, dans ce moment très singulier pour l'humanité? Un euro qui est investi, où est-ce qu'il sera plus utile? Éventuellement pour la décarbonation, pour la régénération de la biodiversité, pour la formation, pour la santé, pour l'éducation. Et donc, ça repasse au filtre les modèles économiques et surtout, ça va imposer une forme de renoncement. Donc, il faudra passer par des renoncements. Et la grande question, c'est comment collectivement on pose ces renoncements, sachant que, et je terminerai par là, il n'y a pas de normes de marché pour dire le renoncement. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces encore qui sont extrêmement libres. À partir du moment où on arrive à convaincre son banquier d'avoir de l'argent, et si on vend ce qu'on fabrique à des clients, il n'y a pas d'autres vraiment contraintes. Et c'est pour ça que la CSRD, je ne sais pas si vous connaissez la CSRD, c'est la Corporate Reporting Sustainable Directive européenne. Elle avait quand même ce pouvoir de changer les modèles d'affaires parce que c'était un reporting extra-financier qui s'imposait à tout le monde, au moins à l'échelle européenne, et qui pouvait objectiver des créations de valeur sociale, environnementale et économique.
Et donc, ça permettait justement en sécurité de commencer à faire bouger ces modèles économiques en disant hey, je crée de la valeur environnementale, je crée aussi de la valeur sociale. Et donc, je peux me permettre de faire pivoter mon modèle, d'arrêter ceci, de renoncer à ça, etc. Mais la CSRD est sur la sellette. Donc, on est juste là. On n'y est pas encore arrivé. Et Sylvain, vous êtes créateur de ce modèle de perma-entreprise. J'avoue que quand j'ai vu que vous étiez le créateur de ce modèle, je me suis dit, du coup, le groupe Nord 6 doit être un groupe qui a une production qui s'appuie sur des ressources naturelles, le bois par exemple. Et en fait, pas du tout. Vous êtes une entreprise de services numériques. Donc vous faites du conseil, des services, vous créez des services, mais donc pas du tout de produits. Donc explique-nous comment un modèle, alors déjà explique-nous le modèle et comment ce modèle s'applique concrètement dans votre entreprise. Je vais vous faire une confidence. Avec Geneviève, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en l'an 2000, Geneviève rentrait des États-Unis en ayant travaillé sur la première agence de notation, RSE. La RSE arrivait en Europe, arrivait en France, etc. Et moi, je m'occupais du centre des jeunes dirigeants et j'en avais fait le cœur de métier du centre des dirigeants. J'avais appelé ça la recherche d'une performance globale, donc économique, financière et environnementale. On était en 2002. Je vous dis ça parce que par rapport à cette question, ce qui m'a animé, c'est ce recul sur 20 ans. Et en 2019, voilà, il ne fallait pas être demain pour voir que le monde se dégradait. Et pas seulement la planète, sur le plan social, sociétal. Et je me suis dit, il faut réinventer quelque chose. Parce que la RSE ne répond pas au problème. En 20 ans, elle n'a pas su faire. Donc il faut réinventer. Et réinventer, pour motiver le monde de l'entreprise, il faut parler d'un modèle de développement d'une entreprise et pas parler de RSE en tant que tel. Et donc, ce qui m'a animé et amené à la perma-entreprise, c'est ça. En restant persuadé que ce sont les entreprises qui peuvent agir le plus vite si elles le veulent. Le problème, c'est qu'elle le voulait peut-être à l'époque, mais elle disait « je ne sais pas comment faire ». D'où le fait d'inventer un modèle. Donc ce modèle, il s'aligne complètement sur la post-croissance, évidemment. Tu parlais de renoncer. Dans ce modèle de perma-entreprise, il y a 3 principes éthiques qui vont incarner tout le projet, un projet de développement. C'est prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, et peut-être le 3e plus bousculant, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Renoncer, se fixer des limites. Et donc, c'est en cela que aujourd'hui, quand on regarde, le Covid est arrivé, maintenant il y a une nouvelle crise. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'au-delà du modèle qui va se construire avec l'ensemble des salariés, qui va se projeter sur plusieurs années, qui va définir des objectifs d'impact, etc., au-delà de ce modèle, je pense qu'il amène de la sérénité dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'entreprise, ou dans de nombreuses entreprises, il y a beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes, il y a un manque de sérénité. Quand on est sur un modèle comme ça, qui est si bien construit autour de ces 3 principes éthiques, on est beaucoup plus serein. Et j'insiste sur ce point-là, parce que des dirigeants qui manquent de sérénité, ça se ressent par les salariés. Et finalement, c'est une petite boule de neige, mais négative, qui s'implique. Donc voilà la naissance et le pourquoi du modèle perma-entreprise. Mais c'est vrai que j'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'il achète une boîte d'agroalimentaire. Mais alors, chaque fois que je le vois, je lui dis alors, quand est-ce que tu rachètes Danone? Non, mais c'est pas parce qu'on est dans le numérique qu'on ne peut pas s'intéresser aux choses essentielles du monde. Et à l'art, par exemple. Tout à fait, c'est pour ça que j'étais surprise et j'étais agréablement surprise. Et d'ailleurs, on a échangé un tout petit peu aussi en amont de cette table ronde. Et vous disiez aussi que c'était en partie un modèle de résilience. Et que c'est justement dans ces moments de crise que ce modèle peut aider en fait, les entreprises à dépasser et à être plus résilientes. C'est même dommage qu'il faille une crise pour appliquer un tel modèle. Moi, je passe mon temps à dire anticiper, et ce modèle pousse à anticiper. Anticiper, les crises sont de plus en plus fréquentes. Donc profiter des moments où c'est moins difficile, où ça va mieux, pour mettre en place un tel modèle qui est certes une remise en question, mais qui va permettre de mieux vivre les moments plus difficiles. Il faut anticiper. Alors Geneviève, si on revient sur les modèles, en tout cas sur les outils, parce que dans l'ouvrage, il y a vraiment beaucoup d'outils, je trouve. Alors j'aime beaucoup cette image, il y a 3 montagnes.
ces 3 montagnes, c'est autour de la gouvernance, le modèle économique et l'évaluation de la comptabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement quels sont ces outils? C'est la boîte outils qu'on peut mettre en place. Alors, on a voulu se mettre à hauteur d'entreprise, sachant qu'il y a des outils qui existent. Et il y a encore des outils, à craquer. Alors, dans les outils qui existent, on va commencer déjà parler des montagnes. Alors, c'est la gouvernance, les modèles économiques et la comptabilité. La gouvernance, vous connaissez peut-être l'acronyme ESG. Donc, environnement social, gouvernance, c'est l'acronyme dans la finance durable. Moi, je disais à mes analystes, autant au siècle dernier, je lui disais, s'il n'y a pas de G, c'est vrai, c'est au siècle dernier, s'il n'y a pas de G, il ne peut pas y avoir de E et de S. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une volonté, il n'y a pas, pour impulser une bifurcation, une prise de conscience sur les éléments socio-environnementaux, il faut vraiment que la gouvernance impulse. Et donc, on commence par la gouvernance, et il y a des formes de gouvernance qui sont effectivement plus proactives que d'autres, notamment on s'aperçoit que quand il y a dans la gouvernance, par exemple, un actionnaire philanthropique, c'est plutôt un actionnaire garant du long terme. C'est-à-dire quand il y a une fondation actionnaire, et comme ça existe dans beaucoup de pays, au Danemark, en Suisse, en Allemagne, la fondation actionnaire, c'est ultra dominant. C'est-à-dire que c'est la famille qui donne une partie, ou les actionnaires non familiaux, qui donnent une partie de leur action à un véhicule philanthropique, une fondation, qui va être garante de l'objet social, qui va en quelque sorte représenter les droits politiques, qui va être garante du long terme. Et comme cette fondation elle a un objet philanthropique, ça peut être les dividendes vont servir à financer une cause sociale, environnementale, etc. Donc ça, c'est très puissant et ça ancre dans le long terme et dans une dimension de redistribution, de contribution au bien commun. On voit aussi qu'il y a des modèles de gouvernance. Alors, il peut y avoir des scopes, des SIC, etc. Mais c'est surtout l'idée d'avoir des personnes dans les conseils d'administration qui sont en phase avec les enjeux actuels. Ça a l'air tout bête, mais c'est essentiel d'avoir des personnes qui soient réellement formées, et notamment formées à cette double contrainte énergie-climat. On dit au Shift Project, on dit toujours la double contrainte énergie-climat, mais ça a l'air de rien, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Est-ce que votre entreprise, c'est quoi ses vulnérabilités, ses dépendances, et ses limites? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vraiment on veut un plan de croissance et pourquoi pas stratosphérique, il va falloir quand même jouer avec des limites physiques, et qu'on le veuille ou pas. Donc c'est toute la question de modèles de gouvernance qui soient formés, qui soient affûtés, soient capables de reconnaître des formes de coopération, de limites et surtout de circularité des profits. Il faut que les profits circulent parce qu'il faut massivement investir dans la post-croissance et la transition écologique. Donc tous les modèles de préemption et de captation par un petit nombre sont des modèles délétères. Dans les modèles économiques, il y a des choses qui marchent déjà bien. Par exemple, les modèles d'économie circulaire, nonobstant le fait que c'est compliqué, on fait la moitié d'économie circulaire, on ne fait pas toutes les boucles, parce que tant qu'on aura un pétrole accessible et que ce sera moins cher d'acheter une matière vierge qu'une matière première secondaire, on ne va pas faire l'effort d'aller vers l'économie circulaire ou l'écologie industrielle. Mais on voit que la maille régionale, territoriale et la coopération est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de travailler en silo et surtout d'arrêter des modèles dont on sait qu'ils seront des actifs échoués dans 10 ans et le préparer, comme dit Sylvain, tout de suite. Donc oui, avoir des noisettes pour passer la courbe en J. Et je dirais attention de ne pas être trop militant et de ne pas être trop radical. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai vu des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ont vraiment épousé ces sujets d'économie circulaire ou de permaculture avec beaucoup de foi, de sincérité, mais aussi de militantisme. Et là, c'est peut-être la limite aussi de l'exercice. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Mais là où ce qu'on n'a pas arrivé à craquer, c'est que probablement qu'il faut qu'on change nos pratiques de marketing et nos pratiques commerciales. Et le marketing, c'est quelque chose qui est anti-post-croissance. Parce que le marketing, c'est forcément la liste de nos désirs en permanence réactivée. Et donc, c'est aussi la façon dont on anime les commerciaux. Les commerciaux, ils sont animés avec quoi dans un monde en post-croissance? Ils sont plus animés sur la valeur d'usage, ils sont plus animés sur une création de valeur qui est multiple. Et comment on en rend compte? Et ça, c'est vertigineux parce qu'au fond, on n'a pas le modèle économique, on l'entrevoit. Il est beaucoup plus facile en fonction de la chaîne de valeur dans laquelle vous êtes et de la position dans la chaîne de valeur. Parce que si vous êtes un petit équipementier automobile, fin fond, je ne sais pas, du Doubs, je dis le Doubs, j'aurais pu dire la Bretagne, eh bien, c'est plus compliqué pour vous. Et si vous n'avez pas un donneur d'ordre
Stellantis ou autre qui vous met du vent dans les voiles, il n'y a aucune chance que vous y alliez. Donc voilà. Et puis terminé, il faut hacker la comptabilité. Voilà. Et ça, on part de zéro. Il faut hacker la comptabilité. C'est-à-dire que la comptabilité ne rend pas compte de ce qui va avoir de la valeur demain. Donc il nous faut de nouveaux référentiels comptables pour montrer ce qui est en destruction ou en création de valeur sociale et environnementale. Il y a des modèles expérimentaux. Vous lisez l'étude, vous allez voir, on a tout dit. Le problème, c'est que la norme comptable internationale, eh bien, elle est dans les mains des anglo-saxons. Et voilà. Tout ça dit à quelques kilomètres de la Grande-Bretagne. Sylvain, mais d'ailleurs, vous avez mis la nature au conseil d'administration, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ce choix? Alors, le chemin qu'on a parcouru au nom de la perma-entreprise nous a permis de réduire nos émissions de 30 à 40%, nous a permis de soutenir des tas de projets, pas dans l'informatique qui vise du bas carbone pour compenser ce qu'on ne pouvait pas supprimer, d'être en neutralité carbone. Alors vous allez me dire, pourquoi vous allez faire encore plus? Ah, pourquoi? Pour faire plaisir à Geneviève en créant une fondation actionnaire, en fait, c'est ça. Mais en fait, quand on s'inscrit dans le moyen long terme, qu'est-ce qui est souverain dans une entreprise? C'est l'actionnaire. Si un actionnaire impose quelque chose, vous ne pourrez rien faire. Même vous mettre en grève, ça ne marchera pas. Donc, on s'est dit, ben voilà, pourquoi ne pas rendre la nature souveraine? Elle est intégrée dans des dispositifs de gouvernance, mais pas au conseil d'administration de Nord6. Donc, il fallait la rendre actionnaire. Alors, pour la rendre actionnaire, vous pouvez dire, bah, tiens, cette nature actionnaire, bien sûr, est identifiée par une personne qui est très, très engagée sur tous ces sujets-là, externe à Nord6, sinon ça n'aurait pas de sens. Alors, vous pouvez dire, bah, tiens, achète quelques actions pour devenir actionnaire. Oui, mais là, il y a déjà un lien de dépendance. Et puis, encore faut-il avoir les moyens. Alors, vous pouvez lui dire, bah, je vais te les donner. Mais là aussi, si je te donne quelque chose, est-ce que finalement, cette dépendance sera n'aura pas d'impact? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la fondation actionnaire qu'on a créée. Donc, on a donné des actions à cette fondation il y a 4 ans. Et donc, cette fondation actionnaire, étant actionnaire, on lui a dit, bah, tiens, voilà, elle va être représentée par Monsieur Nature pour tous les sujets traités au sein du conseil d'administration de Nord6. Donc, voilà comment on a fait. Alors, vous allez me dire, comment cette personne, puisqu'on est allé jusqu'au droit de veto? Alors, déjà, bon, parce que donner un droit de vote quand vous représentez 10-20%, franchement, il faut être très pragmatique, ça ne sert à rien. Donc, si on veut aller au bout de la démarche, c'est le droit de veto. Moi, le droit de veto, je ne le vois pas comme non, vous ne pouvez faire ça, terminé, on n'en parle plus. Je vois en disant non, ça passe pas, retravaillez votre sujet. C'est ça que je trouve intéressant, c'est d'être toujours dans une dynamique de remise en cause, de co-construction, d'amélioration. Donc, on est allé jusqu'au droit de veto et on peut se dire ah ouais, mais là, je suis face à un conseil d'administration, moi, nature, imposer un veto, ça risque d'être chaud. Il faut quand même être très, très confiant en soi-même. Alors, on s'est dit, ben, on va monter une équipe autour de lui. Et donc, dans notre comité éthique, il y a une Madame Nature. Dans notre comité de mission, puisqu'en entreprise et mission, il y a une Madame Nature. Dans notre comité de pilotage de la perma-entreprise, il y a un Monsieur Nature. Et donc, ça fait un collectif qu'on a appelé le Haut Conseil de la Nature et qui fait que notre actionnaire, Nature, va être en prise avec tout ce qui se passe dans l'entreprise à travers ces représentants-là, va pouvoir débattre des limites planétaires, etc., vis-à-vis de Nord6. Donc, va être beaucoup plus, comment dirais-je, ces positions vont être beaucoup plus assises, bâties sur la vraie vie de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant. Et pour finir sur la démarche, moi, je pense que maintenant, il faut donner plus de poids, plus d'amplitude aux salariés. Et donc, les représentants des salariés s'appellent un CSE et des délégués syndicaux. Donc, on a fait en sorte qu'au sein du CSE, il y ait aussi un Monsieur Nature qui fasse partie du Haut Conseil pour être en prise directe avec le conseil d'administration. Voilà, c'est cette démarche globale-là qui fait que c'est intéressant. Après, mettre Monsieur Nature quelque part, franchement, ça va être de la com. Et comme il y a 20 ans, on disait qu'il fallait mettre Monsieur, Madame RSE partout, eh bien, c'est ce qui va se passer là. Mais non, je crois que pour être véritablement engagé, il faut mettre en place une démarche de ce type. Et
Geneviève, d'ailleurs, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'autres exemples d'entreprises qui ont mis en place de fondations actionnaires? Oui, alors on en a. Je rebondirai sur ce qu'a dit Sylvain la, sur la représentation de la nature. C'est un sujet effectivement, il ne faut pas que ce soit de la communication, il faut que ce soit assorti d'un droit politique. Et là, c'est compliqué parce que cohabiter avec d'autres actionnaires quand on donne des droits à la nature, on est dans la vraie vie, quoi. Voilà. On a voulu montrer ça dans l'AG du futur qu'on avait joué à Paris il y a un an, au Théâtre des Variétés. Vous pouvez la voir sur YouTube. On avait posé la question de la nature parce on était dans une entreprise fictive qui était dans l'agroalimentaire et qui allait vers la post-croissance et qui avait déposé une résolution pour que la nature soit représentée parce que, grosse coupe, cette entreprise de l'agroalimentaire, son commun dont elle dépendait, c'était le sol. Il fallait absolument protéger le sol. Donc on voit bien que, en fait, on s'approche de ces sujets, soit par l'économie, mais le protéger de façon à ce qu'on n'ait pas la tentation de replier les voiles quand c'est dur. Alors les fondations actionnaires, vous en avez en France à peu près maintenant 25. Autant c'est courant au Danemark, comme je vous ai dit, en Europe du Nord, en Allemagne et en Suisse, autant en France c'est compliqué parce qu'il y a une forme de ligne Maginot, pour ceux qui ont fait de l'histoire quand ils étaient jeunes. La ligne Maginot, c'est une ligne qui devait empêcher l'ennemi de passer, une ligne physique. En France, on a un peu la même chose entre le monde profit et non-profit. Voilà. Donc d'un côté, on a les non-profit qui font tout bien, et après, il y a le monde profit qui ne fait pas tout bien du tout. Et en fait, on s'aperçoit que la réalité, elle est un peu entre les deux. On peut tout à fait adopter des codes du non-profit, comme quand on est une entreprise commerciale, et avoir une fondation actionnaire. Mais c'est plutôt des entreprises qui ont une vision du long terme et qui ont été créées par des familles ou des personnes engagées. Pas forcément militantes, mais engagées. Donc Léa Nature, je ne sais pas si vous connaissez Léa Nature, est une fondation actionnaire pour les plus connus. Il y en a que vous ne connaissez pas forcément. Il y a Norcis. Après, il y a une boîte de cosmétiques. C'est sa holding qui s'appelle Naos, mais c'est la marque Estéderm qui est une fondation actionnaire. Il y a Adam qui est dans les caisses de bois. Il y a Ceti, une entreprise nantaise qui fait des portes et des fenêtres, qui est un magnifique fleuron. Il y a Archimbaud qui fait des palettes et des pellets de bois. Il y a KS Group qui était une petite boîte, mais grande boîte de BTP alsacienne, KS Group, donc fondation actionnaire. Donc en fait, ce qu'on observe, pour faire court Laura, c'est que le déterminant commun, c'est de l'engagement, c'est de la vision de long terme et une volonté de contribuer au bien commun avec son camp de base qui est l'entreprise, mais que c'est multisectoriel. Et en fait, on peut en avoir dans à peu près tous les secteurs. C'est pas ça vraiment qui est déterminant. Et il faut qu'il y ait des moyens un peu importants aussi qui remontent à la fondation pour faire quelque chose. Sinon, ça reste un petit peu léger. Voilà. Je le trouve vraiment comme un moyen de réconcilier, en fait, quelque part, des changements qui doivent être faits. Et on sait que ces changements, c'est plutôt une évolution. On disait tout à l'heure, il ne faut pas se penser en rupture, c'est une évolution, ça prend du temps. Et donc, c'est réconcilier aussi des engagements parfois un peu court terme avec la démarche qui est long terme. Alors, il y a une fondation actionnaire que vous ne connaissez pas, une entreprise, qui s'appelle Lego. Vous connaissez tous Lego. Lego, c'est une fondation actionnaire. Voilà. Donc, ça montre qu'on peut être aussi une très grosse entreprise et inscrite dans le long terme et transgénérationnelle. Bien sûr. Voilà. Sylvain, le mot de la fin. Le mot de la fin. Je pense que, vous voyez, là, on vous a parlé de concepts, de fondation actionnaire, du modèle perma-entreprise, de la nature actionnaire, etc. Moi, je pense, et je vois beaucoup de jeunes ici, qu'il il faut surtout pas désarmer face à l'évolution du monde actuel. Je pense que plus que jamais, il faut soutenir ces idées-là. Si vous êtes chef d'entreprise, il faut les mettre en place. Parce que rentrer dans la pensée unique, c'est mettre en péril son entreprise. Alors je sais qu'en France, on a l'habitude de dire oui, mais quand ça va mal, l'État va venir. Mais à un moment donné, l'État ne va plus pouvoir venir. Et donc, voilà, moi je croise beaucoup de jeunes. En ce moment, on fait un audit dans ma boîte du modèle PERMA. On fait des entretiens avec les collabs. Je suis surpris, et pourtant ce sont des informaticiens ils ont une énorme préoccupation de la nature. Alors vous allez me dire peut-être que c'est parce qu'on fait ça à Norcis qu'ils sont venus. Mais voilà, donc on se doit de répondre à cela.
tu faisais allusion à ce que tu as fait au Théâtre de la Vérité, mais regardez les études qui sont faites sur les 50 prochaines années. On n'a pas le droit de laisser ça aux jeunes. Et nous, entreprises, on est responsable de ça. On est responsable du comportement des jeunes. On est responsable du futur comportement des jeunes. Ben, merci beaucoup Merci, pour merci vos Laura. interventions. Moi, je dirais pour le mot de la fin, peut-être alors la toute fin, parce qu'on a encore 50 minutes, mais je trouve que alors, c'était des modèles, donc on devait parler de régénératif, je trouve que le régénératif est vraiment un modèle qui s'inscrit dans le long terme. Il y a des outils très concrets, des indicateurs et des outils de gouvernance, des business models vraiment qu'on peut appliquer sans trop de rupture, sans trop de dogmatisme, mais qu'il faut mettre en place et qui sont déjà à l'œuvre, je dirais. C'est pas seulement qu'il faut les mettre en place, mais ils sont déjà en place et ils sont déjà établis et je dirais même démontrés. Oui. Et si je peux me permettre le dernier mot, ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a déjà des choses qu'on peut faire et qui marchent. Et au fond, c'est comme gérer un héritage. La post-croissance, ça n'envoie pas de rêve. Parler de croissance verte ou de décroissance, c'est plus puissant. Parce que ça veut dire, quand tu as un héritage, c'est qu'il faut gérer la continuité. Et gérer la continuité, c'est-à-dire on ne peut pas faire de rupture trop brutale. Et voilà, il faut atterrir. C'est au sens de Bruno Latour ou atterrir. Et l'héritage, ça suppose de faire le deuil. Il y a un travail de deuil qu'on est tous en train de faire aussi, à un certain niveau, de ce qu'on ne peut plus faire, de ce qui va disparaître, même littéralement, de nos environnements physiques, même... C'est quasiment des paysages qui vont se dérober, des climats qui vont changer. Donc on va faire aussi le deuil de certaines habitudes, certaines habitus. Et puis ça suppose aussi une sacrée responsabilité, une sacrée charge. Donc on est en responsabilité. Et là, moi j'avais commencé l'AG du futur en disant, serons-nous de bons ancêtres ? Eh bien, si on se lève tous les matins en se disant, est-ce qu'on va être de bons ancêtres ? On a intérêt à se bouger vite. Et au fond, ce qui se passe, on sait qu'on va passer par des... Bon, là, on est dans un très bas, mais d'une certaine façon, c'est vivifiant aussi, hein, parce qu'on était en train de devenir mainstream. Donc voilà, on vous disait même la RSE, c'est has-been. Ben non, ça reste un combat. Voilà. Je vais juste prendre 5 secondes, parce que tu m'as fait penser avec tes propos au pragmatisme. Et donc dire que le modèle perma-entreprise, je l'ai pensé pour les entreprises qui sont 5-10 salariés, 50, 100, 500 et voire plus. Et donc c'est très pragmatique pour être adaptable justement à un très grand nombre d'entreprises. Il n'y a pas que les grands groupes. Merci beaucoup. Merci.